Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cet épisode, on va parler de la meilleure viande à consommer après l'entraînement, des mouvements lourds, de home gym et de cobayes pour tester des équipements sportifs. Alors je ne sais pas si vous avez regardé mon contenu ce week-end, j'ai sorti pourquoi certaines zones résistent à la sèche et comment y remédier. En fait, c'est tout un contenu pour répondre à ceux qui veulent savoir, enfin qui veulent surtout comprendre pourquoi le corps utilise les graisses ou les glucides. En fait, le but, c'est de savoir choisir l'entraînement adapté. Il y a également des structures de séance pour brûler plus de graisse que la moyenne. Pourquoi certaines zones résistent à la sèche et comment faire pour inverser ça. Vous savez que on a été abreuvé pendant des années à on ne peut pas perdre de la graisse localement, on ne peut pas perdre sur des zones spécifiques, etc. En fait, ça, malheureusement, ça a été répété de personne en personne, plus ou moins sérieuses, hein, avec pas des mauvaises intentions de nuire ou autre, hein, mais c'est juste que ça a été partagé comme quelque chose, je le répète assez souvent, mais tout ça, ça vient du téléachat. En fait, rappelez-vous que quand le téléachat a commencé à sortir des ceintures de sudation, des ceintures de musculation qui vibrent juste pour les abdos, etc., ça a mis en avant une façon de s'entraîner. Ils ont fait miroiter une perte de graisse locale par des équipements comme ça, donc hyper séduisant, puisque depuis son canapé, on regarde la télévision et on perd du gras sur le bide. Donc forcément, les gens sérieux ont un peu dénoncé ça comme abusif et mensonger. Ce qui n'est pas absurde, hein, puisque vous aurez pas des super abdos en faisant ça. Par contre, le fait de généraliser cette approche en disant: «On ne peut pas perdre localement, donc ces choses-là, ces appareils ne fonctionnent pas». Il y en a certains qui ont, par défaut, conclu qu'on pouvait pas perdre localement. Or, les recherches montrent, et pas depuis hier, hein, depuis déjà pas mal d'années, qu'on peut perdre localement. Mais c'est assez subtil, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes une personne en surpoids, que vous faites que des abdos, vous allez pas, vous verrez pas de différence en fait. Par contre, avec d'autres leviers, vous pouvez commencer à voir des différences et c'est ce dont j'avais envie de parler aussi dans ce contenu. Hem, donc il y a tout un contenu là-dessus, ça s'appelle «Pourquoi certaines zones résistent à la sèche et comment y remédier», pour justement pas terminer sa sèche avec, sous le nombril un pneu ou dans le bas du dos, ou enfin des zones récalcitrantes qui dérangent, quoi. Mais pour ça, faut avoir une certaine approche qui n'est plus globale, mais on va dire,
sniperisé, si je peux dire les choses comme ça veut rien dire, mais vous avez compris, quoi. Bon, je vous ai mis le lien dans les notes du podcast, allez voir et voilà. Bon, premier sujet, c'est une étude de cas, pourquoi la viande maigre stimule mieux la croissance musculaire que la viande grasse. Alors là, vous allez voir, bon, c'est des chercheurs de l'université de l'Illinois qui ont comparé l'effet des burgers de porc maigre. Alors burger, c'est pas des hamburgers, hein. Quand ils parlent burger, en fait, je pense que c'est du haché, comme on dit burger de bœuf. Ça n'est pas des hamburgers, ce ne sont pas des sandwichs, c'est juste comme des steaks hachés, quoi. Donc les burgers de porc maigres et gras sur la construction musculaire après un entraînement de musculation. Donc il y a 16 jeunes adultes actifs qui ont mangé après l'effort soit un burger riche en graisse, donc de la viande riche en graisse, soit de la viande maigre, donc du porc maigre ou du porc gras, soit une boisson sucrée. Résultat, le porc maigre a provoqué la plus forte synthèse de protéines musculaires, bien plus que le porc gras, pourtant riche en calories. Une surprise pour l'équipe qui pensait que la graisse, comme dans le saumon ou les œufs entiers, pouvait renforcer la croissance musculaire. Ici, elle semble au contraire la freiner. Donc les recherches rappellent que l'exercice reste le principal moteur de la prise de masse musculaire, mais que les aliments complets et peu transformés optimisent les gains. Alors moi, ça conforte aussi l'approche pas de graisse après l'entraînement, en tout cas les graisses après l'effort, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant, mais on peut résumer ça à la plus simple explication. C'est-à-dire que vous prenez un steak, de porc là, comme ils disent, un morceau de porc, maigre ou gras, vous en prenez 100 grammes après l'effort. Beh, s'il y en a un qui est à 20 de matière grasse et l'autre qui est à 5 de matière grasse, forcément, il y en a un qui est plus ou moins riche en protéines. Ah oui, ce sont des maths, hein. Donc du coup, il y aura un plus fort apport en protéines juste après l'effort, si on prend de la viande maigre que de la viande grasse. Donc déjà, est-ce qu'il y aurait pas un effet sur la synthèse protéique, hem, médié par la quantité de protéines consommées après l'effort? Puisque vous savez, il y a pas mal de recherches qui s'arrêtaient à des doses comme 30 grammes, mais ils allaient pas au-delà, 30 grammes de protéines. Donc du coup, ils ont défini, hem un peu arbitrairement que c'était la dose, la plus intéressante pour prendre de la masse musculaire parce qu'en fait, ils étaient pas vraiment allés au-delà, de cette dose-là. Mais là, en fait, avant d'avoir des explications beaucoup plus claires, on peut juste partir du principe que après l'entraînement, si on veut faire de la viande, donc de la masse musculaire, on a plutôt intérêt à être sur des viandes maigres, en tout cas une protéine maigre, qu'une protéine grasse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ils ont pas tort, hein, que de manger de la viande grasse, ça participe aussi à la hausse de la testostérone, parce que les acides gras, etc. Bon bref, ok, mais pas après l'entraînement. En tout cas, après l'entraînement, c'est pas intéressant. On peut peut-être en consommer à d'autres moments, pourquoi pas, mais pas après l'entraînement, puisque si on perd des points de croissance musculaire, c'est pas l'idéal. Surtout que, vous savez, on dit souvent: «Oui, mais bon, moi, ça me concerne pas, parce que je veux pas être bodybuilder», etc. N'oubliez pas une chose, entre je veux juste un peu me muscler et être bodybuilder de haut niveau, c'est exactement la même façon de s'entraîner et la même façon de manger. Qu'est-ce qui va faire la différence? La durée. Oui, en fait, c'est le temps. Des fois, quand il y a des gens qui viennent me voir et ils me demandent, «Oui, je veux juste un peu me remettre en forme, juste un peu me muscler, le juste un peu, en fait, c'est le juste un peu en temps. C'est-à-dire que vous allez devoir être aussi intense qu'un bodybuilder, mais moins longtemps. Parce que ce qui fait une grosse masse musculaire, c'est forte intensité à l'entraînement, beaucoup de sérieux avec la diététique et la multiplication de ça sur, semaines, mois, années, décennies. Là, on aura un super, 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 corps, hyper en forme et tout ça. Mais pour être juste un peu musclé, c'est exactement la même stratégie, sauf que c'est moins longtemps et c'est là où, en fait, on perd beaucoup de gens, beaucoup de personnes, finalement s'arrêtent, abandonnent parce qu'elles appliquent, elles se disent: «Je vais faire une méthode pas trop difficile parce que je veux pas être trop musclé». Non, mais ça, c'est qu'une question de temps. C'est pas une question d'intensité. L'intensité, elle y est par défaut. Pour que le muscle réponde, pour que le muscle ait une raison de se développer, faut qu'il prenne un coup sérieux sur la cafetière, quoi, en gros.
Et si, c'est juste des petites caresses ou un petit peu de congestion de temps en temps, ça marche pas. C'est bien, c'est très bien pour la santé par contre, hein, attention, mais si on veut vraiment se construire une armure, ou même juste un corps un peu plus, tonique et tout, malheureusement pour ceux qui voulaient pas être intenses, c'est donc vous pouvez leur expliquer parce que vous, je sais que vous le savez, mais quand il y a des gens, je sais parce que souvent, dans votre entourage, il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous demandent: «Mais comment moi je pourrais faire?» «Juste jouer un petit peu». Ben, le un petit peu, c'est moins longtemps. C'est-à-dire très intense pendant 1 an, c'est un petit peu. Voilà, il faudra que tu sois très intense pendant 1 an, vous pouvez lui répondre et là tu seras un petit peu. Bon, il y aura pas grand monde, hein, je vous le dis, mais c'est, moi je préfère dire la vérité que de faire miroiter des choses et enfin bon, après les gens ils y arrivent pas quoi, donc ça laisse une mauvaise empreinte, je préfère être honnête. Deuxième sujet, ce que révèle vraiment la fatigue sur les mouvements de powerlifter, donc les mouvements de powerlifting, soulevé de terre, squat, développé couché. Ce sont les 3 piliers du powerlifting, mais que se passe-t-il dans le corps des athlètes expérimentés quand l'intensité grimpe ou que la fatigue s'installe? Alors, il y a une revue de 22 études menées auprès de 293 powerlifters expérimentés qui révèlent des tendances relativement claires. À mesure que l'intensité ou la fatigue augmente, la vitesse de la barre chute systématiquement. Le temps de lever s'allonge et les mouvements deviennent plus désordonnés au niveau des articulations. En clair, plus c'est lourd ou plus on est fatigué, moins le geste est fluide. Bon, pas besoin d'être powerlifter pour s'en être rendu compte. Le squat montre le plus de variations, surtout dans les phases clés comme l'accélération ou le passage du point mort. Alors le fameux sticking point, alors ça c'est le point où en gros vous êtes un peu à l'échec, donc c'est soit tout en bas, vous savez quand vous êtes en flexion à mort là, soit, à mi-course en montée, vous savez, là où on bloque. Donc, d'où l'importance d'avoir des sécurités quand on fait des squats. Moi, je suis pas pour, enfin, en tout cas, moi, de toute façon, je pourrais pas balancer la barre en arrière ou en avant parce que ça éclaterait mon sol et c'est hors de question. Même si j'ai des revêtements, non. Quand il y a 100 kilos sur les épaules, j'en vois pas tout valser derrière, quoi. Après, je sais qu'il y a des salles où on fait ça, des pratiques où on fait ça. Moi, non. J'aime bien contrôler, puis on n'est pas à l'abri d'un accident avec ce genre de choses aussi, quoi. Donc, la force générée augmente souvent avec la charge, mais la puissance, donc la combinaison de force et vitesse, varie d'un individu à l'autre. Et curieusement, les études sur le soulevé de terre sont quasi absentes, laissant un angle mort dans la recherche, quoi. Donc c'est que la fatigue ne réduit pas toujours la force produite, mais change la manière dont le corps s'organise pour lever, notamment en sollicitant plus les hanches que les genoux et cetera. Donc en fait, il y a un pivot, il y a un et plus on va fatiguer, plus on va avancer dans les répétitions, moins on va être sur le muscle cible en gros et plus ça va être un peu désordonné, quoi. Donc il va falloir faire attention, surtout sur des mouvements très techniques où on va avoir tendance à mobiliser, par exemple quand on fait du soulevé de terre, la première répétition elle est toujours un peu anarchique, c'est plutôt, dès qu'on est, dans la deuxième, troisième où on est plus propre. Je sais pas si pour vous ça fait pareil, mais c'est très difficile d'être hyper, gainé et tout dès la première répétition. Donc moi, mon point de vue par rapport à ce que j'observe après, plus de 20 ans d'entraînement, puisque j'ai commencé en 2004, hem, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a 2 répétitions qui sont assez dangereuses sur le très lourd. Il y a la première et les dernières. Entre 2, on est plutôt sécure, mais la première répétition est relativement dangereuse, que ça soit sur le squat, soulevé de terre, développé couché, et les dernières. En fait, la première parce que on est parfois obligé de fournir un effort très intense sur de l'étirement. Je pense notamment au soulevé de terre où en fait on démarre en étirement, on démarre du bas, on démarre pas de la contraction. Sur, par exemple, le développé couché, heu, on si on s'est un peu foiré ou on a été un peu trop, comment dire? Ambitieux sur la charge ou alors que l'échauffement a été trop court ou qu'on est un peu fatigué, c'est souvent sur la première répétition que le pec peut péter ou qu'on peut faire une petite déchirure ou quoi, sur la partie basse, dès qu'on fait la première descente, en fait. Donc il faut faire attention. Moi, j'ai repéré ça. Quand on est sur du très lourd, sur des mouvements comme ça, faire attention à la première et aux dernières répétitions.
Voilà, bon, c'est mon et puis les dernières, tout simplement parce qu'avec l'épuisement, on peut commencer à perdre une forme par exemple, au soulevé de terre, le dos, le dos droit peut commencer un petit peu à s'arquer. Sur, les squats, on peut commencer à voir, ou les genoux qui rentrent, ou on commence un peu à perdre le gainage au niveau du tronc, donc c'est et on sent qu'il y a quelque chose qui commence à être pas bon, quoi, et très souvent, les petites sueurs froides qu'on va se faire sur des mouvements lourds comme ça, on se les fait alors les sueurs froides, c'est plutôt à la fin. Moi, j'avais remarqué par exemple le squat, quand on sur les dernières répétitions, quand, justement on arrive à ce fameux point mort là, le point où ça monte et d'un coup ça stoppe, quoi, et là, on a intérêt vraiment d'être dans des bonnes sécurités, où, si on redescend, si on fait l'ascenseur inverse, mec, la barre peut reposer sur des sécus, quoi. C'est voilà. Donc bon, je voulais en parler parce qu'on a souvent des études en muscu, mais assez peu sur, des personnes qui sont entraînées, qui manipulent souvent des charges et cetera, et bah, voilà, sachez une chose, c'est que à mesure que l'intensité ou la fatigue augmente, la vitesse de la barre chute. Donc systématiquement, la vitesse de la barre, en règle générale, on la mesure sur la contraction. Même si ça monte doucement, en fait, on a envie de la monter rapidement. Le temps de lever s'allonge et les mouvements deviennent plus désordonnés au niveau des articulations. C'est pour ça qu'aussi on perd, Heu, parce qu'au début, sur les premières répétitions, on arrive relativement bien, par exemple, sur un développé couché lourd. Si on est bien concentré, on s'est bien placé, qu'on a bien serré les omoplates et cetera, et qu'on a mis l'angle de coude, fait pour notre, morphologie et tout, on arrive plus ou moins à sentir ses pectoraux. Alors, d'un individu à un autre, ça sera plus ou moins important, mais il y a toujours moyen d'un petit peu augmenter le travail sur les pecs, même si certains, ça sera pas suffisant pour développer des bons pecs, mais on arrive quand même à les sentir un petit peu. Et en fait, plus on va aller sur ces répétitions très intenses, très lourdes, plus on va être de plus en plus désordonné au niveau des articulations. Donc forcément, on va peut-être plus, on va avoir un plus gros ratio triceps ou avant d'épaule, et on va perdre un petit peu, l'intensité sur les pecs. Donc finalement, on n'y gagne pas grand-chose au niveau du travail des pecs. On y gagne par contre, sur, du travail lourd, on arrivera à faire plus de reps. OK, c'est très bien, mais si l'objectif est de prendre des gros pecs et qu'on perd justement le travail sur les pecs, ça sert à rien, quoi. Donc c'est en ça souvent qu'il y a une différence entre force et muscu. Je sais qu'aujourd'hui on est un peu, sur la force, parce qu'on est dans un monde, un petit peu, comment dire? Où tout le travail brut, se perd et donc ça devient à la mode. Il y a plein de choses qui deviennent à la mode qui sont assez étranges. J'ai vu un reportage documentaire un peu absurde sur se muscler les muscles de la mâchoire avec tout un tas de trucs. Les jeunes sont obnubilés par ça, d'avoir une grosse mâchoire bien carrée. En fait, tout ça, c'est de l'artifice, quoi. Avoir, artificiellement faire viril. Et puis il y a aussi cette mode au niveau vestimentaire de comment on appelle ça? De workwear, je sais pas comment on dit, en fait, de rendre à la mode des tenues de travail, quoi. C'est-à-dire que bientôt les chaussures de sécurité, vous savez, coquet, ça deviendra à la mode, mais regardez, c'est pas absurde ce que je suis en train de dire, puisqu'il y a toute une mode autour de ça, parce que ce sont des choses perdues qui, quand elles se perdent, ça devient tendance, parce que ça devient un truc, tiens, je vais faire comme si, enfin vous voyez, quoi. Et là, tout ça, c'est un peu pareil, et donc faites attention parce que je sais qu'aujourd'hui la force est à la mode, puisque travail, on a tous, enfin tous, beaucoup ont cherché à avoir un travail confort, donc un travail assez peu musculaire dans leur quotidien, et ils ont envie de compenser par un travail de force, dans leur, loisir, quoi. Voilà. Donc sujet suivant, hein, créer une salle de sport efficace dans un petit appartement. Donc c'est Rep Fitness, c'est une marque, hein, qui a publié ça. Donc évidemment, eux, ils vous donnent tous les liens pour les commander. Moi, je vous les donnerai pas parce que je fais pas de publicité ni gratuite ni rien du tout. Enfin, en tout cas, pas de publicité. Je peux parler de certaines marques, mais je vende pas des produits, comme ça, pour rien.
pour rien et même pour quelque chose d'ailleurs. En 2025, les équipements de muscu à domicile se sont multipliés, y compris pour les citadins en manque de mètres carrés. Donc, ceux qui avaient un petit espace, un balcon, une terrasse, un tout petit coin de chambre, etc. Donc, avec moins de 2 mètres carrés au sol, certains équipements comme le banc réglable ou les haltères ajustables permettent de faire des exercices variés comme le squat, le développé couché, les fentes, etc. Et des solutions de rangement mobile, des kettlebells réglables, des bandes de résistance ou un tapis de yoga viennent compléter l'espace sans l'encombrer. Donc créer une salle de sport complète devient possible, même dans un coin de salon à moins de 5 mètres carrés. Alors 5 mètres carrés, c'est pas rien, hein, à condition de bien choisir des équipements multifonctions et compacts. Alors, moi, pour les kettlebells réglables, j'en ai pas encore. Peut-être que ça viendra. J'aimerais moi, pour quitte à avoir une kettlebell, réglable, il faudrait qu'elle monte au-dessus de 40 kilos pour que ça soit vraiment intéressant. Par contre, je suis assez satisfait des haltères. Alors c'est pas des haltères réglables, on appelle ça des haltères modulables. C'est-à-dire que ça peut aller celles que j'ai moi, elles vont de 4 à 36 kilos. Il faut savoir une chose, c'est que il y en a qui disent: «Ouais, mais j'aimerais bien que ça aille à 40 et tout». Vous pouvez les faire aller à 40 parce qu'aujourd'hui, il existe des poids aimantés. Et oui, des aimants assez puissants. Donc, je crois que ceux qui ont innové là-dessus le plus tôt, c'est PlateMate, je crois, la marque. Vous pouvez aller voir, mais il y en a d'autres qui sont sortis, enfin voilà. Et donc ça vous permet de rajouter des aimants, des poids, à vos poids existants sans, racheter des haltères, modulables. Donc voilà, enfin évidemment, il faut que ça soit du métal, hein. Moi, c'est du métal, il faut que ce soit du métal, du plastique, ça marchera pas. Donc je suis assez d'accord là-dessus. Donc haltères modulables, c'est un très bon si vous avez peu d'espace et un peu de budget, parce que c'est pas donné, hein. Pour, des haltères comme j'ai, la paire, faut compter un petit peu moins de 500 balles, si vous arrivez à trouver une promo pour avoir les 2, hein. Le banc, réglable, oui, ça c'est une bonne chose. Le banc réglable, hem, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut vraiment, regarder. Première chose, qu'il soit optimisable. C'est-à-dire, si vous pouvez acheter un banc qui est assez compact et qui peut se plier, qui peut se mettre à plat, c'est une super chose, mais très souvent, ils prennent autant de place, à plat que plié en portefeuille. Moi, j'en ai un, il est plié en portefeuille, il prend quand même un peu de place. Donc souvent, ceux qui s'aplatissent, que vous pouvez glisser sous un lit si vous avez un lit un peu en hauteur ou que vous pouvez mettre dans un placard, dans une penderie, ça peut être sympa. Sinon, essayez soit de choisir un banc qui sera upgradable, donc c'est-à-dire que vous pourrez mettre à terme un leg extension ou un tirage d'eau ou un pupitre à biceps, ça vous évitera d'avoir à racheter un banc. Soit, s'il n'est pas upgradable, essayez qu'il ait le maximum de fonctions, notamment, qu'il soit inclinable, à plat, déclinable, mais aussi, et ça c'est une chose hyper importante, que l'assise soit réglable. Parce que si vous avez une assise réglable, vous verrez que vous pourrez faire des exercices pour les abdos et vous serez beaucoup plus confort pour tous les exercices en incliné. Parce qu'il y en a qui achètent des bancs qui s'inclinent, mais où l'assise ne s'incline pas. Et si vous faites du développé incliné un peu lourd et que l'assise ne s'incline pas, c'est un toboggan. Vous glissez en avant, quoi. Donc il y a une astuce, hein, vous mettez un petit rondin. Enfin moi je mettais un poids, un gros disque de poids sous le pied qui est sous l'assise, ce qui me permettait d'incliner un peu le banc. Mais voilà. Enfin moi je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs d'achat quand j'ai démarré. Donc j'essaie de vous les éviter. Et pareil, regardez bien la hauteur du banc. Parce qu'on n'a pas tous la même longueur de tibia. Et donc, si vous avez, des tibias assez courts, donc l'os, du tibia assez court, un banc, haut, quand vous ferez du développé couché, par exemple, vous n'aurez pas les talons bien ancrés dans le sol. Et ça peut ruiner un achat, alors que le banc, il peut avoir toutes les bonnes. Moi, j'en ai eu un comme ça. Le banc avait tout pour me séduire, sauf ça, sauf la hauteur, quoi. Donc c'est un peu problématique. Alors c'est pareil, vous pouvez trouver des astuces en mettant, des cales sous les pieds, mais moi, personnellement, je suis en taille moyenne, hein, je suis pas très grand, ni petit, et j'ai plutôt des longues jambes en plus, et je peux vous garantir que c'était hyper handicapant
puisque quand vous avez besoin de mobiliser toute votre force sur un mouvement, si vous pouvez pas bien ancrer vos pieds au sol, c'est nul, quoi. Et c'est pareil, comme je vous disais, on peut mettre des petites cales sous les pieds, mais ça devient chiant, quoi. On aime bien s'entraîner où bah, on y va, quoi, on fonce. Ce que j'aime bien dire, c'est click and progress, quoi. On fonce direct. Il n'y a pas besoin de tout un tas de machins, de bidules, de chouettes pour s'entraîner. Juste un banc, des haltères et on fonce. Donc, c'est vrai que le banc réglable, des haltères modulables, vous pouvez avoir avec ça, franchement, et puis vous rajoutez, si vous avez le budget, une kettlebell modulable, soit une kettlebell, vous choisissez si vous avez déjà un bon niveau, vous prenez une 20 ou une 24. Si vous démarrez avec les kettles, vous prenez une 16. Et si vous êtes une femme, vous retirez 2 à 4 kilos au poids que je viens de vous dire, et ça vous permet d'avoir un bon point de départ, quoi. Et là, avec ça, vous êtes déjà bien, quoi. Vous êtes déjà bien. Alors certes, vous pouvez pas faire de traction, de dips, de machin, mais vous pouvez faire déjà énormément. Là, avec des haltères et un banc, honnêtement, vous pouvez vous bombarder, vous pouvez bien vous entraîner et ça prend assez peu de place dans un intérieur. Moi, j'ai envie de dire, c'est avec ça qu'il faut démarrer pour voir si on est apte à s'entraîner à la maison. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont pleins de bonne volonté, ils se disent: «Allez, je vais faire des économies, je vais m'entraîner à la maison». Ou même tout simplement, ils se disent, «Tiens, ben, j'attends un enfant, donc je vais m'entraîner à 100 à la maison maintenant, comme ça je vais gagner du temps». Bon, ce sont des gens comme ça qui ont une bonne, comment dire? Ils sont pleins de bonne volonté, sauf que, bah, ils savent pas comment ils vont réagir en termes de motivation à l'entraînement à la maison. Donc éviter d'investir dans tout un home gym si, parce qu'il y en a plein, hein, des home gym qui sont restés tout neufs, hein. Les gens ne s'en servent pas parce qu'ils n'arrivent pas à switcher d'état d'esprit entre, chez eux, c'est la détente, c'est la vie de famille et s'entraîner intense. Cet entraînement intense, ils l'ont que dans leur temple, Basic Fit, Fitness Park, je sais enfin toutes les salles de muscu, qu'on connaît là. Ils n'arrivent pas sans environnement à s'entraîner. Donc commencez petit, même déjà essayer de faire des séances avec, des pompes, du poids de corps et de voir si vous arrivez à être intense chez vous parce que, il y en a qui n'y arrivent pas et même des pratiquants très expérimentés et passionnés n'arrivent pas à s'entraîner, à la maison. Moi, c'est quelque chose que j'ai construit avec le temps. Au début, j'avais juste le banc et les haltères pour les jours où ma salle était fermée parce que, quand j'ai démarré la muscu en 2004, les salles de sport, c'était pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait des salles de sport souvent, associatives qui étaient fermées, une bonne partie de la journée. Souvent, moi, elles étaient ouvertes de 8 heures à 10 heures et puis après, elles réouvraient de 16 heures à, 21 heures, quoi. Un peu plus tard parce qu'il y avait les cours de boxe, un peu plus tard donc mais voilà. Mais en gros, c'était des créneaux horaires comme ça. Après, il y avait d'autres salles qui étaient ouvertes de 9 heures à 9 heures, par exemple, mais elles étaient fermées tout le week-end. Donc à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin, pas de musculation. Ils prenaient, des semaines de vacances en août, ils prenaient une semaine ou 2 de vacances en hiver pour Noël. Donc on nous imposait de faire des pauses et donc moi durant cette période, bah, j'avais mon banc et mes haltères et j'avais également, les barres de traction que je trouvais sur les parcours de santé, parce qu'il y avait pas de station de street workout comme aujourd'hui un peu partout. Il fallait, aller, trouver, sur le parcours de santé des endroits où il y avait encore la barre de traction, où elle n'avait pas été détériorée pour pouvoir s'entraîner. Donc d'ailleurs, c'est les premières vidéos que vous verrez sur ma chaîne YouTube, des petites vidéos d'entraînement sur les parcours de santé. Bah, vous pouvez vous dire que là, souvent, c'était des jours où les salles étaient fermées, quoi. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner chez vous avec ça pour démarrer. Enfin moi, c'est le même je donnerais ce conseil-là, si vous voulez démarrer chez vous tranquille. Donc juste avant de terminer, Decathlon, ils ont lancé un truc, des cobayes volontaires. Depuis plusieurs années, Decathlon mise sur un concept simple, impliquer directement les sportifs dans la création de ses futurs produits. Enfin, c'est ressorti récemment. Donc, le programme co-création permet à n'importe quel pratiquant de rejoindre une communauté de testeurs
d'évaluer des prototypes et de donner son avis avant la mise en vente officielle. C'est une manière pour la marque de capter les besoins réels du terrain. Bon, blablabla. Mais en fait, c'est physique, hein. C'est pas genre on vous l'envoie chez vous, vous testez. Vous vous rendez sur place. Donc allez voir. C'est le programme cocréation.decathlon.fr, je crois. Vous regardez. Vous pouvez vous inscrire, il y a un petit profil à remplir et tout. Vous verrez, il y a des produits de muscu, de fitness, je sais pas, vous faites peut-être un autre sport ou autre et vous pouvez aller tester. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez rencontrer des passionnés et que vous allez également, pouvoir tester des innovations, quoi. Et ça, moi, j'ai toujours dit Decathlon, heu, moi, j'aime bien la marque Decathlon, je vous le dis honnêtement. J'ai jamais eu de partenariat avec eux ni rien et j'ai toujours bien aimé parce que c'est des au niveau fitness muscu, je trouve qu'ils sont quand même assez innovants, pour une marque, enfin, c'est quand même un truc généraliste, hein, ils font pas que de la muscu, ils sont quand même assez innovants. Sur le matos, que ce soit, moi là j'ai un rack, réglable, enfin que je peux plier là, vous savez? Je suis assez content. Alors il est un peu costaud à manipuler, mais bon, on fait de la muscu, ouais, c'est pour avoir des trucs costauds. Hem, et i je trouve qu'ils ont un pôle innovation qui est intéressant. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Moi, je trouve que c'est intéressant et que je suis assez fier que ce soit, quelque chose qu'on retrouve, un peu partout dans toutes les villes de France, quoi. Et donc voilà, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai décidé de me rééquiper, moi, j'ai tout pris chez eux. Alors, c'est pas que des marques de chez eux, hein, mais j'ai pris tout sur leur boutique parce que si on est un peu patient, il y a souvent des offres, des codes promo, des choses comme ça. Et donc, bah, j'ai pu faire des bons coups de fusil sur la barre, sur les haltères modulables, sur le rack pliable. Et donc, voilà, quoi. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle de mon nouveau home gym, même si vous le voyez sur mes entraînements, sur Instagram, parce que si vous me suivez pas d'ailleurs sur Insta, allez voir, je vous publie régulièrement mes petites séances que je fais sur mon balcon. Parce que moi, je m'entraîne, à la fois sur le balcon, enfin partout en fait. Le but, c'est d'être le plus, hybride possible sur les façons de m'entraîner pour pas être verrouillé dans une méthode et donc voilà, quoi. Bon, si vous voulez savoir pourquoi et comment, faire en sorte que certaines zones ne résistent plus à la perte de graisse, allez voir le lien que je vous ai mis dans les notes de cet épisode et bah, voilà, vous aurez accès à la version longue, tous les conseils et cetera. Le Netflix version fitness, c'est dans les notes de cette émission. Je vous laisse ici et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, ben voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.